Bonjour. Comme vous savez, notre convention collective se termine le 31 mars 2023. Donc, au mois d'octobre dernier, nous avons déposé nos demandes au gouvernement, ce qui comprend deux tables, la table centrale et la table sectorielle. La table centrale, ça comprend tout ce qui est le monétaire, le côté salarial et notre régime de retraite. La table sectorielle, on y retrouve nos conditions de travail. Dans cette vidéo, nous allons démystifier la table sectorielle. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnement. Solidarité. Bonjour tout le monde, comme vous le savez, on a commencé la période de négo. Donc aujourd'hui, on va parler de l'orientation numéro 1 de la table sectorielle. Puis on a comme invité Ibrahim Ouedraogo. Nous autres, on se connaît déjà, on a travaillé ensemble là, au CIUS du Nord, mais pour le bénéfice des gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer ton cheminement de comment tu es arrivé jusqu'à te présenter au comité de négo? Oui, moi c'est Ibrahim Ouedraogo. Tu sais, José, le militantisme pour moi c'est depuis l'adolescence en Afrique. Après, j'ai fait un parcours de militantisme en France pour la lutte des classes. Et dès arrivé au Québec, j'ai commencé cette lutte-là en participant à plusieurs manifestations organisées par la CCMM, qui est une branche de la CSN. Dès mon emploi au CIUS de Nîmes avec vous, je me suis toujours intéressé à cela, tout ce qui est syndicalisation, tout ce qui est débat de problèmes de société. C'est pourquoi je me suis engagé à me présenter auprès de mon syndicat local. Et quelques années d'expérience de là, dont j'ai été sous ton tutelle, si tu te souviens bien, on a travaillé ensemble dans la mobilisation Oui, et oui. l'information de nos membres de CIUS du Nord de l'île. Et je me suis retrouvé à notre fédération qui est la F3S CSN. Et dans la F3S CSN, je suis un militant dans la négociation pour la catégorie D. On a une belle équipe de négociation et je suis fier d'être parmi eux. Fait que dans le fond, n'importe qui pourrait se présenter au comité de négo, suffit simplement de vouloir. Il suffit d'avoir du militantisme syndical, il suffit d'avoir comme on dit, de ce feu-là, d'aller aider la lutte ouvrière, d'aller aider pour changer la donne. Genre tout ce qui est avantage à nos boulots et tout ce qui est conditions de travail et tout ce qui est rémunération aussi. Si tu as ce feu-là en toi, tu peux te présenter et le bras est ouvert pour tout le monde qui veut venir au syndicat. Aujourd'hui, Ibrahim, on va commencer avec notre première question au sujet de la proposition 1 qui provient d'un de tes collègues justement du CIUS du Nord. Bon, moi, je m'appelle Gustavo Montero, je travaille comme préposé à l'hygiène et salubrité. J'ai une question pour vous. Exactement, de quel type de mesures on parle lorsque vous mentionnez euh, des mesures favorisant le transfert des connaissances? Je ne comprends pas beaucoup ce que vous êtes en train de dire là, donc j'apprécie votre assistance. Merci. On parle de mesures concrètes à négocier et à mettre en place pour aider les gens qui doivent prendre place de celles et ceux qui quittent, par exemple, à la retraite, par exemple. C'est un enjeu central dans la capacité du réseau d'attirer et aussi de maintenir du personnel. Il faut donc mettre en place des solutions pour que, notamment, les personnes salariées se sentent soutenues et soient en mesure d'acquérir des connaissances et les compétences essentielles pour garantir des soins et des services de qualité. Aussi, il faut convenir de mesures venant à valoriser les travailleuses et les travailleurs plus expérimentés qui sont en soutien à d'autres collègues. Par exemple, lors du départ à la retraite d'un travailleur ou d'une travailleuse expérimentée, pour d'autres absences planifiées, il est essentiel qu'un transfert de connaissances soit prévu avec la personne qui doit prendre la relève de celle-ci ou celui-là. Une période de transfert adéquate
et une reconnaissance de ces transferts de connaissances par des congés additionnels font partie des solutions qu'on doit mettre en place pour les personnes expérimentées. Ibrahim, au CIUS de l'Est de Montréal, j'ai une collègue qui a une question pour toi pour la proposition 2. Moi, c'est Floriane Bouquet-Roche et je suis agente administrative à l'urgence de HMR. Dans vos demandes, vous parlez d'améliorer et d'encourager l'autonomie professionnelle. Qu'entendez-vous par là et pour quel type cela concerne? Merci. C'est une demande qui concerne l'ensemble du personnel du réseau et qui vise qu'on ait notre mot à dire de manière d'organiser notre travail et les services à la population. Pourquoi cette demande est-elle importante pour nous? Parce que la question de l'autonomie professionnelle est centrale dans l'exercice du travail pour les travailleuses et les travailleurs du réseau. La convention collective ne prévoit que très peu de dispositions pour venir renforcer cette autonomie. Aussi, le déclassement des tâches engendre l'obligation de revoir les tâches et les responsabilités de certains types d'emplois, afin que ces tâches et responsabilités déléguées par la législation en vigueur soient prises en compte dans l'organisation du travail. Cette amélioration de l'autonomie professionnelle doit également se traduire par l'implication active de toutes les personnes salariées dans les choix et des méthodes, des outils de travail nécessaires et appropriés à leur pratique. Organiser les soins et les services, c'est parfois se permettre d'user d'initiatives professionnelles dans les méthodes et les outils déployés, adaptés aux besoins des usagers et au type d'intervention, des soins et des services devant être donnés. C'est ainsi que toutes les composantes des équipes de travail doivent être mises en contribution, peu importe la catégorie d'emploi et son appartenance. Aussi, à la Fédération, à la FSSCSN, nous dénonçons depuis longtemps l'utilisation d'outils ou de méthodes de gestion de type Line ou Toyota qui proviennent du secteur manufacturier, parce que ces modes de gestion mettant en compétition les travailleuses et les travailleurs du réseau, par exemple des critères de performance, de travail minuté, n'est pas apte et n'est pas adapté à notre réseau de la santé. Et si nous voulons vraiment humaniser nos soins, il va falloir faire de cela un outil qui n'est pas approprié pour notre système. Ibrahim, chez nous à Laval, on avait une question à propos de la proposition 3. Bonjour, cette proposition est très bonne pour les patients et les membres de la catégorie 1 et 4, mais comment allez-vous faire en sorte que les membres de la catégorie administrative ne seront pas submergés par un surplus de travail que cela pourrait engendrer? Merci. Par cette demande, on exige aussi l'ajout entre autres d'agents administratifs ou secrétaires médicales, si on veut qu'elles soient en mesure de décharger le personnel des soins ou cliniques. Il faut augmenter les effectifs. Le travail administratif du personnel travaillant auprès des usagers est un réel problème, particulièrement depuis l'imposition par le gouvernement libéral de compressions budgétaires importantes forçant les établissements à diminuer leurs dépenses en fonctionnement en privilégiant le non-remplacement des départs à la retraite du personnel de bureau et de l'administration dans le réseau. En supprimant des postes occupés par le personnel administratif, plusieurs catégories de personnel, principalement du 1 et du 4, doivent dorénavant accomplir davantage des tâches administratives qui, autrefois, étaient assumées par leurs collègues de la catégorie 3. Cela entraîne des conséquences dans le travail de ces personnes salariées. Trop de temps accordé à des tâches cléricales par rapport au temps accordé aux tâches relevant dans la nature même de leur travail. Il faut mieux soutenir l'équipe interdisciplinaire et opter pour faire exécuter le travail par les bonnes personnes, particulièrement dans un contexte de pénurie de personnel. Il va falloir valoriser l'apport de chaque membre dans les équipes de travail. Il y a donc nécessité de décharger certains titres d'emploi des tâches cléricales devant être accomplies par le personnel en soutien administratif. Pour conclure l'orientation 1, on a une question d'un camarade du syndicat des employés du CHUM.
Bonjour, mon nom c'est Daniel Steve Lambert. Je travaille en tant que préposé aux bénéficiaires en chirurgie digestive au CHUM. J'avais une question pour vous. Dans l'orientation 1, dans humaniser les soins et les services, je me demandais ce que vous entendez par introduire des ratios pour certains types d'emplois et de services. C'est une demande qui n'est pas nouvelle et laquelle le gouvernement a refusé de bouger jusqu'à maintenant. On veut donc obtenir des gains en mettant en place des ratios. Par exemple, le nombre d'usagers sous la responsabilité d'une préposée aux bénéficiaires. Le nombre maximal de professionnels d'une secrétaire médicale peut soutenir dans une équipe de travail. L'introduction de ratios à la convention collective qui tiennent compte de la lourdeur des usagers, de certains services ou titres d'emploi et dans diverses catégories est incontournable aujourd'hui. D'ailleurs, dans certains secteurs d'activité au Québec, il y a présence des ratios, notamment dans le milieu scolaire et dans le centre de la petite enfance. Donc, il est nécessaire pour nous de mettre des ratios dans notre convention collective pour le bien-être et les bons services à la population. En tout cas, merci beaucoup, Ibrahim, de ton temps. C'est toujours un plaisir de te revoir. C'est vraiment le fun. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir donné l'antenne de parler des enjeux de notre négociation prochaine. C'est toujours un plaisir pour moi de représenter nos membres face à la situation actuelle.